Salut tout le monde. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait une pause dans mes vidéos. En fait, j'habite dans les montagnes, donc j'ai hiberné pendant l'hiver. Je viens de me réveiller, donc je vais recommencer. Je vais faire une petite vidéo pour, on va dire, une petite vidéo d'échauffement. Donc, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous donner ma vision perso sur la raison pour laquelle Osoda aurait découpé un mouvement en trois vagues et la relation qu'il peut y avoir avec ça concernant les retracements en un demi, un tiers et deux tiers, puisqu'il en parle dans le tome 1. Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, plutôt que vous dire pourquoi il l'a décomposé en trois vagues, je vais vous dire pourquoi on ne peut pas décomposer un mouvement en deux vagues. En tout cas, pourquoi ça n'a pas tellement de sens en fait. Si je prends une vague, que je la trace comme ceci, et que j'en prends une deuxième, baissière, ici, si je considère que celle-ci est baissière, c'est qu'il y a un creux. S'il y a un creux, ça veut dire qu'on a amorcé une vague haussière. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Voilà. Et si maintenant on analyse en deux vagues, si on prend A, B, C et qu'on veut le comparer, ou en tout cas qu'on veut retourner par exemple à l'équilibre sur cet équilibre ici avec B, C, D, eh bien cette vague-là et cette vague-là, ce mouvement-là en deux vagues a ce point et ce point, et le mouvement suivant va avoir ce point plus un troisième. Donc ça veut dire que les deux mouvements ont deux points communs, celui-ci et celui-ci. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Vague 1, vague 2, il y a trois points, 1, 2, 3. Et si ensuite je veux le comparer avec on va dire le mouvement consécutif en deux vagues, on va reprendre la dernière vague de la première, qui sera donc la première vague de la deuxième séquence, donc celle-ci, et donc ils vont forcément avoir ces deux points communs, ici, ici et ici. Et si je veux revenir à l'équilibre, concrètement, ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est que mon troisième point doit venir ici. De cette manière-là, je vais avoir, en fait, on va dire, un range théorique parfait avec 1, 2, 3 points, suivi de 1, 2, 3 points. La problématique qu'il va y avoir, en fait, c'est que je ne peux pas faire ça, puisqu'on est dans une vague haussière. Comment, en partant d'un creux ici, je peux aller chercher le point ici? C'est strictement impossible, en fait. Donc, vous ne pouvez pas décomposer, si on parle en termes d'équilibre, hein. Si vous décomposez un mouvement en deux vagues, vous ne pouvez pas prendre cette notion d'équilibre, c'est impossible en fait. Il vous faut obligatoirement un nombre impair de vagues, ou dit autrement, un nombre pair de pivots. Ici, j'ai un, 2, 3 pivots, ou dit autrement, deux vagues. Je ne peux pas aller chercher ensuite ce point-là. Si c'est pas clair, je vais vous montrer comment on va chercher le point ici avec un mouvement en trois vagues. Et ça va être plus clair pour vous et vous allez comprendre pourquoi en fait on peut le décomposer en trois vagues. Et vous allez surtout voir en fait comment les projections de Hosoda. Alors sur cette vidéo-là, je vais faire très simple, hein. Je vais rester sur une n parfaite en projection n et je vais faire toutes les projections parfaites en s, en p et en y. Et vous allez voir où ils vont tomber et vous allez voir la relation avec les retracements. Pour les retracements, si je demande à n'importe qui de tracer un mouvement n, donc un mouvement en trois vagues, je lui demande de prendre un stylo et de tracer une vague n, donc un mouvement en trois vagues. Je lui donne aucune indication. Ça veut dire qu'il pourrait faire ça, 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 c'est une n, mais il pourrait aussi faire ça, ça, pardon, ça, c'est aussi une n, ainsi de suite. Sauf que si je demandais à 1 million de personnes de tracer une N sans lui demander, sans lui donner de direction ou sans lui imposer de règles, hein. Simplement qu'on ait A, B, C qui casse pas A et D qui casse B, parce que sinon on n'a pas de N. Si je demandais à 1 million de personnes de tracer des N et qu'ensuite je compilais toutes ces N pour avoir une hauteur moyenne de la vague AB,
une hauteur moyenne de la vague BC et une hauteur moyenne de la vague CD, et idem sur les largeurs, donc sur la temporalité, pour la AB, la BC et la CD. Si je compilais tout et que je faisais une moyenne, je n'aurais ni celle-là, ni celle-là. Parce que c'est pas comme ça, en fait, que le cerveau humain va tracer une vague n. Il va pas les tracer comme ça. Et concrètement, alors j'ai pas fait l'étude, hein, parce que je connais pas 1 million de personnes, euh, mais si quelqu'un est assez fou pour tenter de l'expérience, il peut le faire. Mais concrètement, et ça reste mon avis perso, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. AB, hop là, pardon, AB, BC, CD, en restant on va dire sur mes bornes là. Voilà on va dire une N parfaite compilée sur 1 million de personnes. Et en fait, ce que vont avoir les tendances à tracer les gens, c'est prendre une vague AB et deux choses qu'ils vont faire de façon instinctive, on va dire, c'est que ils vont prendre la BC et ils vont aller chercher le demi-prix de la vague AB. Et la deuxième chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont projeter la vague CD et elle va avoir la même hauteur que la vague AB, plus ou moins. Et la quatrième chose qu'ils vont faire, c'est que, ou je sais plus où j'en étais, deux ou trois, on s'en fiche, c'est que la largeur de celle-ci et la largeur de celle-ci, donc là je parle d'un point de vue horizontal, sera la même, et celle-ci sera globalement la même que les deux autres, voire plus courte. C'est un peu comme ça que les gens vont dessiner les n. Donc là, moi maintenant, si je vais mettre un cadrage, on va dire temporel. C'est juste pour qu'on reste dans la même temporalité. Chaque vague fait la même. Ne prenez pas en compte les numéros qu'il y a ici. C'est simplement pour que chaque vague ait la même largeur temporelle, en fait, pour qu'on reste plus ou moins, on va dire, en harmonie. Donc là, maintenant, j'ai tracé ma n. Si maintenant on a une n, la seule possibilité qu'on ait pour faire une y, pardon, la seule possibilité qu'on ait à la suite d'une n, c'est de faire une S ou une Y. Je vais partir sur l'idée qu'on fasse une Y. Et si on reste sur les projections Y théoriques parfaites de Hosoda, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'on va prendre cette hauteur-là, donc du point B au point D, et on va la projeter ici, à partir d'ici. Et donc, on va faire ça. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir sur le niveau de départ. En gros, la N, elle avait 1, 2, 3, 4 pivots, et la Y, elle a 1, 2, 3, 4 pivots, forcément. Ils en avaient 1, 2, 3 au même niveau. Ils en avaient 3, pardon, pas au même niveau, 3 pivots communs. Et si vous projetez ici, donc là, ça c'est une N en projection N, donc on va dire une N complètement parfaite. Si ensuite vous projetez derrière une Y en projection parfaite, vous allez retomber sur le point A de départ, tout simplement. Je pense que vous voyez un peu les projections Y. Si vous voyez pas ce que c'est, regardez mes vidéos ou tapez ça sur Google, vous allez trouver. Je vais pas vous l'expliquer parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ensuite, à l'issue d'une Y, il y a deux possibilités, soit une S, soit une Y. Alors, allez, on va choisir une S. Je vais la mettre plus ou moins là. Alors je dis plus ou moins pourquoi en fait, c'est parce que je pars de la même idée. Si là maintenant c'est mon point de départ, c'est ici, et que ici j'ai ma Y. Ensuite, si je veux faire on va dire une projection S parfaite par rapport à la Y pour rester dans un range parfait, à ce moment-là j'ai 1, 2, 3 pivots en commun, et je vais aller chercher le pivot qui n'était pas commun, c'était celui-ci, donc le premier pivot de la Y, je vais aller le chercher avec la S. Donc à peu près ici. Et comme je veux être pas à peu près, mais que je vais être parfait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les niveaux. Et je suis ici. Voilà. Ensuite, si j'ai une S, on est toujours avec un équilibre parfait. Donc on est dans un range parfait. Si j'ai ici une S, et qu'ensuite il y a une nouvelle séquence qui va apparaître, il n'y a que deux possibilités, N baissière ou P. Je choisis une P. Vous connaissez les projections P. Et on va retomber ici. Je prends ce niveau-là, et j'ai le même ici. Ensuite, je repars. Donc ici, j'ai ma P.
Si je veux faire une n parfaite avec des pivots communs par rapport à la séquence d'avant, la séquence d'avant c'était une P, on a trois pivots communs, 1, 2, 3, et on va chercher le quatrième pivot qui n'était pas commun, celui-ci. Donc je vais aller le chercher, et vous commencez à voir la figure qui se dessine, et qui va se répéter à l'infini, puisqu'ensuite on va avoir la Y, ensuite on va avoir la S. Bon là, j'applique plus les largeurs parfaites temporelles, mais vous avez saisi l'idée. Ensuite, je vais avoir la P, et ensuite je vais avoir la N, etc., etc. Si je suis, on a N, Y, S, P, N, Y, S, P, N, Y. Si vous entendez N, Y, S, ça doit résonner dans votre tête sur d'autres vidéos que j'ai faites, qui est une figure de retournement, ici par les sommets, mais j'aurais pu faire une N baissière, et dans ce cas-là, on aurait une figure de retournement par le creux. Et ensuite, si vous entendez SPN, ça doit résonner pour une autre figure de retournement, puisqu'il n'y en a que deux finalement, si on découpe un mouvement en trois vagues. Et à ce moment-là, c'est en fait la figure théorique d'un marché qui passe son temps en fait à se retourner. N, Y qui se retourne, ensuite on a la SPN, il se retourne. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est une figure théorique bien sûr, hein, avec je vais m'arrêter là, avec l'idée d'avoir un équilibre constant ici horizontal. Bien sûr que si maintenant je prends cette n là et que maintenant je fais une S parfaite, on va dire comme ceci, je vais juste peut-être changer la couleur. Non, je le garde. Allez, si, je change la couleur. Comme ça, et qu'ensuite je fais une n parfaite de la même hauteur que la précédente. Donc on a n, s, n. On pourrait tracer un canal, c'est ce que font les chartistes, mais en fait, c'est plutôt si je reste dans l'idée de l'équilibre, donc du demi-prix de Hosoda, euh, je pense que vous voyez qu'en fait, le demi-prix de la N, la première N, il est ici, je l'ai tracé. Le demi-prix de la S ici, A, B, C, D, il va être là. Et ensuite, le demi-prix de la N ici, il va être là. Et donc, en fait, on a un équilibre parfait. Alors, bien sûr, c'est un équilibre théorique, hein, parfait, comme ça. Concrètement, si vous avez une n suivie d'une s suivie d'une n, vous avez un équilibre qui se déplace, soit en n haussière, soit en n baissière. Et si on a cette figure-là théorique, celle-ci, eh ben en fait on a une figure théorique de range avec un équilibre à plat. On revient à l'idée de Hosoda, soit le marché bouge, soit le marché ne bouge pas. Ici, il bouge pas. Et les niveaux que je vous ai mis ici, en fait, hein, c'est les niveaux, on va dire, que si j'avais compilé 1 million de N tracés par 1 million de personnes, ça aurait été les niveaux, on va dire, qui auraient été tracés pour une raison ou pour une autre. C'est que c'est cette figure-là qui aurait, en tout cas, on se serait approché vraiment de ces niveaux-là. C'est ce genre de N moyenne que j'aurais reçu en compilant 1 million de tracés. Et vous voyez le retracement que c'est, hein. Ça, c'est un retracement de 2 tiers par rapport à cette hauteur-là. Et ça, c'est un retracement de 1 tiers par rapport à ce niveau-là. Et regardez le lien qu'il y a entre ça et les projections ensuite en Y, les projections en S, les projections en P. Donc c'est juste une introduction, hein, mais juste pour que vous compreniez bien que si on parle de figure théorique avec un demi-prix théorique en range parfait comme ça, et qu'on intègre l'idée qu'on ait une n théorique parfaite en projection n, à ce moment-là, si on a une n parfaite en projection n, le point C sera à 2 tiers de la grande AD. Et le point B sera à 1 tiers. Et à ce moment-là, si on continue à tracer des figures théoriques en Y, S, P, on va retomber toujours sur ces niveaux.
Voilà un petit peu l'idée générale. Alors pour le moment, c'est juste une intro. Je ne sais pas si je vais continuer parce qu'il y a plein de choses en fait à dire avec ça, hein. Si maintenant, au lieu de faire ici une n parfaite, j'irai aller chercher par exemple une projection E et que je fais un retracement de E, on va voir plein de relations mathématiques qui sont complètement logiques, à savoir par exemple que le demi-prix de telle vague va coïncider avec un tiers de l'autre, que le un tiers d'une va coïncider avec le deux tiers de l'autre, suivant si on est sur des projections V, sur des projections NT, sur des projections N, suivi d'une E, en simplification de I, et ainsi de suite. Vous allez forcément voir, si vous tracez des figures avec on va dire des projections théoriques parfaites, N, E, V, NT, euh, vous allez forcément voir que on va très souvent, quand on va aller rechercher des points centraux, que ce soit le point B, le point C ou le demi ou le milieu du point de la vague BC, ça va coïncider en fait. Un moment, on va avoir le demi-prix de telle séquence, un moment, on va avoir qui va coïncider avec un tiers d'une autre et de deux tiers de l'autre. Euh, je, je ne sais pas si c'est clair, je le laisse suffisamment flou pour ceux qui sont assez, on va dire, assez dingues pour s'amuser à le faire. Mais vous allez voir, ce que je vous dis, c'est que en traçant les projections verticales et en allant, en mettant un demi-prix, un tiers, deux tiers de ça, vous allez voir où ça va tomber et ça va tomber à des mêmes niveaux, à des niveaux, on va dire, similaires d'autres séquences. Et pour une raison ou une autre, c'est comme ça qu'on peut s'attendre à un retour du marché sur des niveaux, on va dire, clés, que dans l'analyse ou dans le trading occidental, il le trace un petit peu autrement avec des supports et des résistances. Mais en tout cas, voilà, le niveau un tiers, un demi, deux tiers s'explique de façon, on va dire, mathématique. Là, je vous ai donné avec les projections. Et après, pourquoi le marché se dessine de cette façon et pourquoi même l'être humain le dessinerait de cette façon, là on est sur un autre sujet, un autre débat que je vais pas aborder. Et concernant là je terminerai là-dessus, concernant le découpage en trois vagues, je pense que vous avez bien compris que si on découpe en trois vagues, et que là j'ai fait un découpage, donc on va dire, comment je pourrais dire ça, vertical, puisque je me suis concentré sur la verticalité dans les séquences, c'est la même d'un point de vue temporel pour Osoda, hein. Donc là on voit bien que j'ai chaque fois un découpage si j'ai cette n en 3. Et donc, si on considère que A, B, C, D ici fait 26, ici il est noté 25, mais c'est 26, si on le découpe en 3, on va avoir le problème, on va dire, du 25 et du 26 pour ceux qui ont déjà essayé, à savoir que si cette vague fait 9, celle-ci fait 9, celle-ci fait 9, on fait 3 fois 9, 27, on enlève la bougie commune ici et la bougie commune ici, on retombe sur 25. Donc pourquoi 25 et pas 26? Je vous dirais qu'il faut plutôt réfléchir à l'envers. Si vous découpez un mouvement, et donc on parle bien d'un mouvement, hein, donc un seul mouvement ici, n, et vous le découpez en 3, pardon, et vous faites 26 divisé par 3, vous allez tomber sur un nombre à virgule, 8, quelque chose, je vous laisserai le faire. Vous pouvez pas avoir des bougies à 8, quelque chose, donc vous allez l'arrondir à l'entier près, et l'entier près c'est 7. C'est 7, pardon, l'entier près c'est 9, tout simplement. Voilà. Allez, à plus, ciao!